Peux-tu imaginer ce que cela signifie d'être dépouillé de tes vêtements devant une salle pleine de cardinaux, d'ambassadeurs et de nobles qui observent en silence comme s'il s'agissait d'un rituel légitime? L'air imprégné d'encens ne parvient pas à cacher la crudité de la scène. Un corps enfantin soumis au regard scrutateur d'hommes qu'elle n'avait jamais vus, tandis que la famille assiste impassible, feignant que ce spectacle grotesque fait partie de la tradition. Et à la fin, quand les regards se lassent et les mots s'éteignent, cette fillette est livrée à un homme bien plus âgé, qui sourit satisfait, tandis que la porte se referme de l'extérieur avec un bruit sec qui annonce le début de l'enfermement. Tu as à peine 13 ans, c'est ta première nuit de noces. Ce qui pour d'autres serait un motif de célébration, pour toi devient la confirmation que ta vie ne t'appartiendra jamais. Lucrèce Borgia, dont le nom a traversé les siècles couverts de rumeurs et d'ombres, ne fut pas la magicienne empoisonneuse des légendes, mais un pion sacrifié sur l'échiquier du pouvoir de l'Italie de la Renaissance. Fille d'un pape corrompu, sœur d'un guerrier implacable, élevée non comme une personne mais comme un trophée destiné à sceller des alliances, son histoire est la chronique d'une violence déguisée en cérémonie, d'une innocence transformée en monnaie d'échange. Beaucoup croient la connaître, mais ce qui est répété dans les manuels et les romans n'est qu'un masque. Derrière la figure empoisonneuse et séductrice se cache une vie brisée par les impositions, les silences et les trahisons. Depuis cette première nuit de noces marquée par la terreur, jusqu'au dernier souffle arraché lors d'un accouchement cruel, Lucrèce a toujours marché sur des chemins tracés par d'autres. Son existence fut un sacrifice constant au nom du pouvoir. Si tu crois avoir entendu l'histoire de Lucrèce Borgia, prépare-toi. Ce que tu vas découvrir, ce ne sont pas des fables ni des fantasmes de chroniqueurs avides de scandales, mais la vérité crue d'une femme piégée dans un système qui l'a utilisée du berceau à la tombe. Je t'invite à plonger avec moi dans ce récit sombre et bouleversant qu'aucun livre scolaire n'a jamais osé raconter avec honnêteté. Rome an de grâce 481. La ville brûlait entre l'odeur solennelle des messes et le murmure dangereux des conspirations, quand naquit une fille destinée à ne jamais connaître une existence commune. Son nom était Lucrèce Borgia. Fille de Rodrigo Borgia, cardinal ambitieux d'origine espagnole, et de Vannozza Catanei, la maîtresse la plus constante de cet homme assoiffé de pouvoir. Dans d'autres familles, la naissance d'une fille était un motif de joie intime. Chez les Borgia, c'était le début d'une stratégie. Pour eux, les enfants n'étaient pas le fruit de l'amour ou du hasard, mais des armes soigneusement aiguisées comme pour l'avenir. Dès le berceau, Lucrèce fut modelée comme un trésor à exposer, non comme une enfant à aimer. Tandis que les jeux résonnaient dans les cours d'autres maisons, elle apprenait à danser avec grâce, à réciter des vers latins avec précision, à jouer des instruments comme si chaque note faisait partie d'un examen secret. Son enfance ne fut pas marquée par des rires libres, mais par des leçons interminables qui la transformaient en spectacle. À 5 ans, elle maîtrisait déjà plusieurs langues, mais non pour s'exprimer ou rêver. Elle le faisait pour impressionner, car tout dans son éducation n'avait qu'un seul but, faire d'elle un trophée parfait pour le noble que son père choisirait. Elle grandit entourée de luxe, mais chaque ornement, chaque robe brodée était aussi une chaîne. Chaque geste était observé, chaque erreur corrigée avec sévérité, chaque sourire répété jusqu'à paraître naturel. Elle apprit très vite que l'affection n'arrivait qu'en récompense de l'obéissance, que l'amour était un contrat conditionnel et que la tendresse pouvait s'évanouir en un instant si elle ne répondait pas aux attentes. La fierté que son père ressentait pour elle n'était pas celle d'un parent, mais celle d'un marchand qui protège un précieux investissement. À peine âgée de 8 ans, son nom glissait déjà dans des lettres secrètes entre princes et ambassadeurs, décrites comme la future épouse idéale pour assurer des alliances. Tandis que d'autres filles de son âge rêvaient de poupées de chiffon, elle était traitée comme un bijou rare dont la pureté devait être protégée jusqu'au jour où un homme puissant la paierait. Peu à peu, même la figure de sa mère s'est estompée, remplacée par des tuteurs, des moines et des diplomates, tous chargés de la polir jusqu'à en faire la dame parfaite. Dans cet environnement, il n'y avait pas de place pour les larmes, ni pour les doutes. Elle apprit à se taire quand elle avait peur, à sourire quand elle était triste, à obéir sans comprendre. Être une Borgia signifiait vivre entourée d'or sur les murs et de silence dans l'âme. Son enfance, au lieu d'être un refuge d'innocence, fut un entraînement au sacrifice. Et le plus cruel était qu'elle n'avait pas encore goûté à la blessure la plus profonde que le destin lui réservait.
À seulement 11 ans, la vie de Lucrèce changea d'une manière qu'aucun enfant ne devrait connaître. Son père, Rodrigo Borgia, atteignit le sommet du pouvoir ecclésiastique. Il fut élu nouveau pape Alexandre VI. Pour la chrétienté, c'était un événement de gloire. Pour Lucrèce, ce fut le début d'un poids insupportable. Au moment où la tiare papale couronna son père, elle cessa d'être simplement une fille et devint un bien diplomatique d'une valeur inestimable. La virginité de Lucrèce commença à être discutée dans des bureaux secrets, comme s'il s'agissait d'un trésor sacré qui devait être préservé jusqu'au moment le plus opportun. Son corps, encore enfantin, se transforma en territoire de négociation, sa vie en monnaie pour sceller des traités entre royaumes. Tandis que Rome célébrait avec des cloches et des processions, le destin d'une enfant se dessinait dans des pièces closes, sans que sa voix ne soit jamais consultée. Elle fut éloignée de la chaleur maternelle et emmenée dans un couvent. Officiellement, il était dit que ce déplacement était pour compléter son éducation, pour la cultiver en vertu et dévotion. La vérité, cependant, était plus crue et plus froide. La maintenir intacte, loin de tout risque, jusqu'à ce que vienne l'heure d'être donnée en épouse. La pureté de Lucrèce n'était pas un don, c'était un produit à garder, un secret enveloppé de prières et d'enfermement. Entre ces murs silencieux, la fillette vivait sous la sévérité de règles qu'elle n'avait pas choisies. Chaque jour commençait par des prières et se terminait par des leçons. Mais aucune d'elles ne répondait à ce qu'elle ressentait au fond d'elle. Il n'y avait pas de place pour les doutes, ni pour les peurs. Pendant ce temps, dans les palais, son nom circulait comme celui d'un bijou disputé par des familles puissantes. Chaque livre que ses mains lisaient, chaque robe qui frôlait sa peau, chaque mot qu'elle apprenait dans des langues étrangères étaient des investissements calculés pour augmenter sa valeur. Lucrèce grandissait avec la certitude amère que son avenir ne lui appartenait pas. Il n'y avait dans son horizon aucune possibilité de dire « non », car à cette époque, la désobéissance n'était pas un geste, c'était une sentence. Refuser un mariage pouvait coûter non seulement la réputation, mais la vie. Ainsi, tandis que le monde extérieur discutait de son prix et de son destin, elle attendait en silence le jour où elle devrait cesser d'être une enfant pour se transformer, contre sa volonté, en épouse. Ce jour approchait trop vite, et les ombres du sacrifice planaient déjà sur sa courte existence. Quand Lucrèce eut 13 ans, la nouvelle qui allait changer sa vie lui fut annoncée comme s'il s'agissait d'un cadeau d'honneur. Elle allait se marier. Il n'y eut ni consultation, ni place pour les hésitations. Ce fut un ordre revêtu de solennité. L'élu était Giovanni Sforza, un homme plus âgé, représentant d'une famille puissante, choisi non par affection ni affinité, mais parce que cela convenait au calcul de son père, alors pape Alexandre VI. Pour le pontife, sa faillite était le pont parfait vers de nouvelles alliances. Pour la jeune fille, c'était la perte définitive de son enfance. La cérémonie fut célébrée avec toute la splendeur que pouvait déployer la cour papale. Des palais décorés de tapisseries, des tables débordantes de mets, de la musique résonnant dans chaque salon et des ambassadeurs venus de tous les coins de l'Italie. Les convives trinquèrent au vin, tout en se serrant la main et en souriant, célébrant un contrat déguisé en mariage. Sous les lumières des chandeliers, le monde voyait une fête, mais dans le cœur de Lucrèce, il n'y avait pas de joie, seulement un tremblement silencieux. Elle était trop jeune pour comprendre ce qu'on attendait d'elle et personne ne s'arrêta pour le lui expliquer. Car à cette époque, le mariage ne se consommait pas à l'autel mais dans l'alcôve, et ce qui devait être un acte intime se transformait en un cruel spectacle de contrôle. Il était coutume que la première nuit fût surveillée et qu'au matin des preuves de la consommation de l'union fussent montrées. Imagine la pression, une enfant à peine sortie des jeux, poussée à accomplir un devoir imposé, tandis que le monde attendait des signes d'obéissance. Certains chroniqueurs suggèrent que Giovanni hésita, qu'il ne consomma peut-être pas immédiatement cette union. Mais ce qui est certain, c'est qu'avec ou sans pause, la blessure était déjà ouverte. Lucrèce ne fut pas conduite au lit comme une jeune femme avec des rêves d'avenir, mais comme une pièce d'échec dont le mouvement avait été décidé par d'autres. La nuit qui aurait dû marquer le début d'une nouvelle vie se transforma en la première de nombreuses cicatrices invisibles. L'obéissance, le silence et la soumission devinrent ainsi les normes de son existence. Le mariage ne lui apporta ni liberté, ni compagnie, ni protection. Ce fut le début d'un cycle d'ordre accepté et d'émotions réprimées. Avant même d'apprendre à être femme, Lucrèce comprit que son destin ne lui appartenait pas, que son corps et sa volonté étaient la propriété de ceux qui commandaient. Et ainsi, enveloppée d'or et entourée de murmures, elle commença à comprendre qu'elle était
qu'elle était piégée dans un engrenage implacable, dont elle ne pourrait s'échapper. Le mariage de Lucrèce avec Giovanni Sforza ne tarda pas à devenir un obstacle au plan de son père. Les alliances qui, au début, semblaient avantageuses, cessèrent en somme rapidement d'être utiles à l'ambition d'Alexandre VI. Et quand un pacte cessait de servir les Borgia, il ne se rompait pas en silence. Il était détruit avec fracas et humiliation. L'union devait être annulée, mais à cette époque, le divorce n'était pas chose simple. Il fallait inventer une raison acceptable, et celle qui fut choisie fut aussi cruelle qu'efficace. Devant la cour, il fut déclaré que Giovanni Sforza était impuissant, incapable de remplir ses devoirs de mari. L'accusation, prononcée à voix haute devant prélats et ambassadeurs, fut une blessure à son orgueil et à son nom. Giovanni, blessé et furieux, fut réduit à la moquerie publique, transformé en bouc émissaire d'un jeu politique. La réponse de l'époux trahi ne tarda pas à venir, et elle fut encore plus brutale. Il répandit des rumeurs dans toute l'Italie, insinuant que Lucrèce entretenait des relations incestueuses au sein de sa propre famille. Les mots étaient du poison, il n'y avait pas de preuves. Mais à cette époque, une simple insinuation malveillante suffisait à transformer l'honneur en boue. La jeune femme, à peine sortie de l'enfance, se retrouva traînée au centre d'un scandale qu'elle n'avait pas provoqué. Tandis que les hommes discutaient d'alliance, de prestige et de pouvoir, elle était traitée comme si elle n'existait pas. Personne ne lui demanda son avis, personne ne la défendit. Il ne restait que le silence de celle qui observe comment son nom est traîné dans les rues et les places, répété en chuchotements et rires transformés en spectacle. Lucrèce fut rendue à sa famille comme un objet défectueux, une pièce cassée qui ne servait plus sur l'échiquier. Le mariage fut annulé, l'alliance rompue, et sur ses épaules tomba une tâche impossible à effacer. Aux yeux de l'Europe, elle n'était plus la fille pure du pape. Son image, auparavant présentée comme un bijou immaculé, commença à être regardée avec méfiance. L'or s'était transformé en fer rouillé, et les rumeurs ne firent que croître. Personne ne voulut s'arrêter pour voir la jeune femme blessée derrière les calomnies. Pour beaucoup, elle n'était donc qu'une protagoniste d'un drame honteux. Et pourtant, pour Lucrèce, cela n'était pas la fin de ses malheurs, mais seulement le premier chapitre d'un destin qui l'entraînerait, encore et toujours, vers le même bûcher de scandale et de trahison. Après l'annulation de son mariage avec Giovanni Sforza, Lucrèce disparut de la vie publique. Le silence qui entoura la jeune femme éveilla plus de soupçons que n'importe quel mot. Elle fut discrètement envoyée dans un couvent, sous prétexte de repos et de recueillement. Mais dans l'Italie de la Renaissance, le silence prolongé était toujours un voile qui cachait des secrets trop lourds pour être exposés. Au bout de quelques mois, les rumeurs commencèrent. Certains disaient l'avoir vue avec un air différent, une légère courbe au ventre, une lueur étrange dans le regard. La vérité éclata comme un couteau dans l'ombre. Lucrèce était enceinte. Elle avait à peine 15 ans, était séparée tant marquée par le scandale, et pourtant, elle allait donner naissance à un enfant hors mariage. À une époque où l'honneur valait plus que la vie, cela était impensable. Et en même temps, trop réel, la naissance de l'enfant fut entourée d'un silence quasi sépulcral. Il n'y eut ni annonce officielle, ni fête, ni bénédiction publique. Le bébé, connu plus tard sous le nom de l'enfant romain, fut arraché des bras de sa mère peu après sa naissance et confié à des gardiens choisis par la cour papale. Lucrèce ne put ni l'embrasser ni entendre son cri plus de quelques fois. La maternité, qui aurait pu lui donner un sens et un refuge, lui fut refusée sans pitié. Le plus perturbant furent les documents émis par le Vatican. 2 registres distincts, 2 vérités opposées. L'un n'affirmait que l'enfant était le fils d'un prince inconnu, comme s'il s'agissait d'une relation secrète. L'autre, encore plus terrible, insinuait qu'il était le fils du pape Alexandre VI lui-même. Oui, de son père. L'écho de cette suspicion se répandit en Europe, alimentant la légende des Borgia et plongeant Lucrèce dans une mer de calomnies. Fût-ce une romance cachée, un abus dissimulé ou simplement une autre manœuvre politique impitoyable, les historiens en débattent encore, mais ce qui est certain, c'est que la principale victime fut elle. Il ne lui fut jamais permis d'élever cet enfant. Elle ne put jamais le voir grandir, ni prononcer son nom en public, ni pleurer ouvertement pour lui. L'enfant romain devint une ombre arrachée à sa vie, une cicatrice invisible qui saigna en silence jusqu'à son dernier souffle. Lucrèce porta cette douleur la tête haute. Comme on l'attendait d'une Borgia, mais à l'intérieur resta la blessure d'une mère condamnée à oublier l'inoubliable.
Après tant de silence de douleur et de scandale, le destin sembla offrir à Lucrèce un répit, une illusion de bonheur qu'elle n'avait jamais connue. À 18 ans, elle fut promise à Alphonse d'Aragon, un jeune noble napolitain à la prestance élégante et à l'esprit affable. Cette fois, il ne s'agissait pas uniquement de convenances politiques, mais de quelque chose de plus humain, le respect, la tendresse et même l'amour. Pour la première fois de sa vie, Lucrèce ne fut pas traitée comme monnaie d'échange, mais comme une femme. Le mariage, à la différence du premier, ne fut pas célébré avec une fastuosité démesurée, mais avec une certaine sobriété qui apporta un soulagement à la jeune femme. Avec Alphonse, la Duchissima Seconde Conscience, la duchesse découvrit la possibilité d'une vie domestique, d'un foyer où le rire et l'affection avaient de leur place. Peu après naquit Rodrigo, son premier enfant, publiquement reconnu. En ce petit être, elle trouva l'espoir d'un avenir différent. Elle n'était plus seulement fille ou épouse, mais mère, et autour de cet enfant se tissait une promesse de vie normale qu'elle n'avait jamais expérimentée. Pendant quelque temps, Lucrèce vécut ce qui lui avait été refusé depuis l'enfance, une routine sans peur, la chaleur d'un époux qui la traitait avec respect, la joie de bercer un enfant, le sentiment d'appartenir enfin à une vraie famille et non plus seulement à une stratégie. Mais ce calme était fragile, trop lumineux pour une dynastie comme les Borgia. César Borgia, son frère, devenu chef militaire de la famille, regardait Alphonse avec méfiance. L'alliance avec Naples avait cessé de servir les intérêts du Vatican et un mariage heureux ne pouvait s'interposer dans les plans de pouvoir. La machinerie implacable se remit en marche. Une nuit sur les marches du Vatican, Alphonse fut attaqué par des hommes cagoulés. Des coups de couteau répétés déchirèrent son corps. Il survécut un instant, se vidant de son sang entre les mains désespérées traînantes de Lucrèce. Elle le soigna avec dévotion, implorant une aide médicale. Mais les médecins envoyés semblaient donc plus spectateurs que sauveurs. Ils ne soignaient pas, ne guérissaient pas, ils observaient en soi seulement, comme s'ils attendaient clairement que la vie s'éteigne sans bruit. Encore affaibli, Alphonse résista quelques jours, accroché à l'espoir de son épouse, jusqu'à ce qu'une nuit il soit retrouvé mort dans son lit. La version officielle parla de complications. La vérité, cependant, se murmurait dans chaque couloir. Il avait été étranglé, assassiné en silence, probablement sur ordre de quelqu'un portant le même nom que Lucrèce. Pour la jeune duchesse, ce fut un coup dévastateur. Elle perdit le seul homme qui l'avait traité avec humanité, le père de son fils et peut-être le seul véritable amour qu'elle eut dans sa vie. Et le plus cruel fut qu'elle le perdit en sachant qu'elle ne pouvait pas crier, qu'elle ne pouvait pas accuser, qu'elle ne pouvait même pas montrer un deuil trop visible. Parce qu'elle restait une Borgia, et les Borgia ne pleuraient pas. Les Borgia avançaient, même s'ils aidaient à rebriser de l'intérieur. Après la tragédie d'Alphonse d'Aragon, la vie de Lucrèce prit une autre direction en apparence, bien qu'en essence, elle resta liée à la même chaîne de sacrifices. Elle fut envoyée à Ferrare, où elle devint duchesse. De loin, sa vie semblait tranquille, élégante, enveloppée dans le faste des cours et le calme des palais. Mais derrière les murs décorés, la réalité était celle d'un cycle cruel et silencieux qui emprisonnait son corps. Son existence fut réduite à une routine impitoyable, grossesse-accouchement, brève récupération et de nouveau grossesse. Elle devint le ventre de la dynastie, un instrument biologique au service des alliances et des héritages. Au fil des ans, elle subit au moins 10 gestations, chacune plus lourde que la précédente. Son corps, autrefois fragile et délicat, fut marqué par des cicatrices invisibles, la profonde fatigue des entrailles, la fragilité de la chair soumise, la douleur qui se répétait comme un marteau implacable. Tous ces enfants ne survécurent en bas. 3 d'entre eux moururent encore petits, et la blessure de ces pertes fut ensevelie sous des couches de silence. Une duchesse n'avait pas le droit de pleurer trop. Le protocole exigeait la dignité. La cour réclamait des sourires, même si le cœur se déchirait. Lucrèce avalait la douleur comme on avale du poison, maintenant une façade de force, tandis qu'à l'intérieur, elle se consumait lentement. Les accouchements, à cette époque, étaient de véritables épreuves de résistance à la limite de la vie. Il n'existait ni anesthésie, ni hygiène, ni sécurité. Les chambres closes, suffocantes, se remplissaient de médecins inexpérimentés et de servantes nerveuses. L'air imprégné de peur était aussi épais que celui du sang lui-même. Chaque contraction était un rappel que la mort pouvait la faucher à tout moment. Et pourtant, la pression d'engendrer des héritiers était constante.
comme si sa valeur en tant que femme dépendait exclusivement de sa capacité à enfanter. Même les enfants qui survivaient, elle pouvait à peine les avoir avec elle. Ils étaient rapidement confiés à des tuteurs, des nourrices et des conseillers de la cour, comme s'ils appartenaient davantage à l'État qu'à leur mère. Lucrèce les voyait grandir de loin, sans pouvoir les embrasser quand elle en avait besoin, sans partager leurs rires ou leurs larmes. C'était comme donner la vie, et aussitôt après, être dépouillé de cette vie. Au fil des ans, ses lettres laissèrent entrevoir un esprit fatigué. L'éclat de son regard s'éteignait, son écriture reflétait une fragilité. Le corps commençait à céder. L'esprit se brisait sous le poids des pertes et de l'épuisement. Et pourtant, elle continuait de jouer son rôle, car s'arrêter n'était pas une option. Une Borgia devait résister même quand la résistance n'était plus qu'un écho vide de dignité. L'année était 1519. Le corps de Lucrèce, pensait d'assez bien maintenant, déjà épuisé après une vie de grossesse, de perte et de silence, fut de nouveau contraint de supporter l'insupportable, une nouvelle gestation. Ceux qui l'entouraient on pouvait voir clairement que ses forces étaient diminuées, que cette grossesse était un poids trop cruel pour une femme qui avait déjà été usée jusqu'à la limite. Mais personne n'écouta ses peurs, car dans son monde, la volonté d'une duchesse ne comptait pas. Seuls importaient son obéissance et le résultat, un autre héritier. Pendant l'accouchement, les complications survinrent rapidement. Hémorragie intense, fièvre très élevée, délire parce qu'il la faisait murmurer des noms oubliés, des fragments de prières, des souvenirs d'une vie marquée par la soumission. Les médecins, impuissants et limités par la médecine de leur temps, ne pouvaient faire grand-chose d'autre que d'observer comment elle se consumait lentement. Il n'y avait ni anesthésie, ni antibiotiques, ni conditions d'hygiène. Ce qui, à toute époque, serait un moment de risque, pour elle se transforma en sentence de mort. Des jours entiers, elle passa entre délire et douleurs insupportables. Dans ses divagations, elle semblait revivre des scènes de son passé. La première nuit de noces surveillée, l'humiliation des calomnies, l'enfant arraché de ses bras, l'amour perdu sur les marches du Vatican. Comme si la mémoire, avant de s'éteindre, l'obligeait à parcourir chaque ombre qu'elle avait portée en silence. Pendant ce temps, la cour attendait à distance. Il y avait de l'inquiétude, oui, mais non celle de ceux qui craignent pour une femme aimée, plutôt l'attention froide de ceux qui contemplent la perte possible d'une pièce importante du jeu politique. Même dans son agonie, Lucrèce n'était pas vue comme une mère ou une épouse, mais comme un maillon de pouvoir qui pouvait se briser. Finalement, après des jours de tourments, son cœur céda. Elle avait à peine 39 ans. Elle mourut épuisée, vide, victime d'une existence écrite toujours par d'autres. Autour de son lit, il n'y eut ni pleurs sincères ni hommage d'amour, seulement le silence glacé d'une fin attendue. Elle mourut comme elle avait vécu, contrôlée, observée, réduite au silence. Après sa mort, le nom de Lucrèce Borgia ne reposa pas en paix. Pendant des siècles, il fut répété comme synonyme de poison, de luxure et de trahison. On la dépeignit comme une femme promiscue, calculatrice, mêlée à des conspirations et des crimes qui purent rarement être prouvés. Le récit qui survécut fut celui d'une figure monstrueuse, une empoisonneuse sans scrupules. Mais il suffit d'écarter les masques de l'histoire officielle pour découvrir ce qui se cachait réellement derrière. La peur. C'était la peur du pouvoir féminin dans un monde forgé par et pour les hommes. Lucrèce ne fut pas la sorcière que certains voulurent fabriquer, mais une jeune femme utilisée dès l'enfance comme outil politique. Elle fut manipulée, réduite au silence, écartée quand cela convenait et élevée comme étendard quand elle était utile. Les scandales qui l'entourèrent ne naquirent pas de sa volonté, mais du besoin des autres de justifier des échecs, de couvrir des crimes ou simplement de détruire sa réputation. Elle fut la cible parfaite, femme, belle, vulnérable et en même temps fille d'un pape. La transformer en méchante fut la stratégie la plus efficace pour détourner la faute de ceux qui en réalité dirigeaient le jeu. Et pourtant, la vérité c'est que Lucrèce survécut comme elle put. Elle utilisa le silence quand parler était dangereux. Elle créa de la beauté au milieu du chaos, s'entourant de musique, d'art, de petites îles d'humanité. Elle tenta de reconstruire sa vie même quand les cicatrices ouvertes saignaient encore, mais le monde préféra se souvenir du masque plutôt que de la personne. Elle ne fut pas un monstre, elle fut une victime piégée dans un système qui transformait les fillettes en épouses, les épouses en prisonnières, les mères en ombre. Un système qui les utilisait
jusqu'à les user complètement et exigeait encore de la gratitude. L'histoire de Lucrèce est la dénonciation de cet engrenage cruel qui brillait d'or à l'extérieur tout en pourrissant à l'intérieur. Aujourd'hui, avec la distance des siècles et l'accès à des sources plus honnêtes, nous pouvons la voir dans sa véritable dimension. Une femme à qui on a volé l'enfance, nié la liberté et attaqué la dignité, mais qui a malgré tout tenté de vivre parmi les ruines du destin que d'autres ont tracé pour elle. Le plus cruel est que même après sa mort, ils ont continué à essayer de la réduire au silence. Mais si l'on écoute attentivement, sa voix résonne encore. La véritable histoire de Lucrèce Borgia n'est pas une fable d'ambition et de scandale, mais un témoignage d'abus et de résistance. Le moment est peut-être venu d'arrêter de l'appeler légende et de commencer à la voir pour ce qu'elle a toujours été, humaine. Une femme brisée par la politique, mais jamais réduite aux mensonges qu'on a voulu lui imposer. Ce fut le récit sombre et émouvant de Lucrèce Borgia. Une vie réelle, dure et cruelle, très différente des fantaisies de princesses et de châteaux. Si cette histoire vous a touché, laissez votre commentaire, partagez ce que vous avez ressenti en l'écoutant et rejoignez-nous en vous abonnant à la chaîne. Car de nombreuses voix réduites au silence attendent encore d'être racontées et ensemble nous pouvons leur rendre l'écho que l'histoire leur a nié.